Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Je suis Elodie, assistante marketing et communication, et notre présentateur du jour est Gabriel Picot, ingénieur technico-commercial. Gabriel va vous présenter le webinaire Nanoparticules, analyse de taille et de forme aussi simple qu'une mesure pH, et vous faire découvrir nos instruments de DLS, Nanotrack Flex, ainsi que des instruments complémentaires. Donc, juste quelques informations utiles avant de commencer. Premièrement, sachez que pendant toute la durée du webinaire, vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions et Gabriel répondra à quelques-unes d'entre elles à la fin de sa présentation. Ensuite, dans la sélection documents à télécharger, vous trouverez la brochure Nanotrack, la brochure Turbiscan, ainsi qu'une note d'application en relation avec le sujet du jour. Et enfin, en quittant le webinaire, vous verrez une fenêtre s'ouvrir. Il s'agit d'un questionnaire de 4 questions pour nous donner vos retours sur le contenu et nous notifier si vous souhaitez être recontacté pour plus d'informations ou pour une analyse d'échantillons. Donc, n'hésitez pas à prendre une minute pour y répondre. Et maintenant, je laisse la parole à Gabriel. Bonjour à toutes et à tous. Merci Elodie pour cette introduction pour ce webinaire. Donc, vu qu'il a déjà bien été introduit, je vais passer directement au sommaire. Donc, ce webinaire se décompose en plusieurs temps. Le premier, c'est de vous présenter qui sommes-nous, donc Microtrack et le groupe Verder. Pour ensuite vous introduire donc le Nanotrack Flex, donc vous le présenter et un peu toute la théorie et les définitions qui est derrière donc cette théorie de cet instrument de DLS. Ensuite, on va dire ce webinaire présente donc un instrument qui permet de mesurer des nanoparticules aussi simplement qu'une mesure pH, donc ce sera l'occasion d'y répondre avec la troisième partie. Pour ensuite continuer avec des exemples de résultats et enfin on peut ouvrir en montrant des complémentarités que peuvent avoir d'autres instruments microtrack avec le Nanotrack Flex. Donc pour commencer avec donc Microtrack fait partie du groupe Verder qui est un groupe néerlandais et principalement fait partie de la division scientifique. Donc Verder scientifique est divisé en 6 sous-divisions que vous pouvez voir. Donc ça va du traitement thermique avec Carbolite Kero, l'analyse élémentaire avec Eltra, la matérialographie et les essais d'Urtec QTM. Souvent le plus connu va être RETF avec ses broyeurs et tamiseurs et diviseurs d'échantillons. On a RDK du matériel d'essai pharmaceutique et enfin, nous-mêmes, Microtrack pour la caractérisation des particules. Microtrack, c'est 4 sites de production dans le monde, donc aux États-Unis, en France, où nous sommes avec Elodie, à Toulouse, en Allemagne et au Japon. Et chacun des sites est responsable de la production d'une gamme de produits. Donc le Nanotrack Flex est produit aux États-Unis, ainsi que le SYNC, donc notre instrument de diffraction laser. Nos collègues allemands produisent donc le CamSizer, qui est un instrument d'analyse dynamique d'image qui permet d'avoir des informations très précises sur la taille et la forme des particules du micromètre jusqu'au centimètre. Ensuite, nos collègues japonais travaillent sur tous les instruments de caractérisation des matériaux poreux, notamment des instruments de BET pour l'absorption de gaz, la porosité, la surface spécifique, la densité. Et enfin, nous-mêmes, à Toulouse, on produit le Turbiscan, donc, qui est un instrument qui permet de mesurer la stabilité globale d'une formulation. Et c'est un instrument que je vais vous détailler à la fin de ce webinaire en complémentarité avec le Nanotrack Flex. Et enfin, vous pouvez retrouver une petite slide qui résume un peu nos différentes tailles de gamme, notamment sur toute la partie taille de particules. On va avec, pour les nanoparticules, donc le Nanotrack Flex pour du nanométrique, et on va jusqu'à l'analyse dynamique d'image, jusqu'à plus d'une dizaine de centimètres pour les plus gros matériaux. Donc, après cette petite introduction, on va rentrer dans le vif du sujet avec des définitions et la présentation du Nanotrack Flex, donc notre instrument de DLS. Donc, afin de bien comprendre ce qu'est la DLS, je vais revenir un peu sur la base de la définition. Donc, la DLS en anglais, Dynamic Light Scattering, et en français, diffusion dynamique de la lumière, c'est une technologie qui est basée sur le mouvement brownien des particules où on a des petites particules. Donc, dans un liquide, on a un mouvement aléatoire des particules, comme vous pouvez le voir sur cette petite vidéo. Et on a une différence de comportement de déplacement des particules en fonction de leur taille. On a des petites particules qui vont se déplacer beaucoup plus rapidement que des grandes. Et l'équation principale qui va permettre de modéliser ces phénomènes de mouvement brownien, c'est l'équation de Sock-Einstein ici présente, avec les différents termes qui sont repris. Et on voit bien que plus une particule va être grande,
plus on va avoir son rayon hydrodynamique qui va être élevé et plus sa coefficient de diffusion, donc son déplacement va être petit, va être plus petit. Donc, ce qui reprend très bien donc, le fait que les petites particules se déplacent plus rapidement que les grandes dans un liquide. Et donc, la DLS, c'est vraiment la solution de granulométrie pour les particules nanométriques. Et donc, comment fonctionne la DLS plus précisément? Donc, on va avoir un faisceau laser qui va éclairer donc, des particules en suspension. On va ensuite avoir une diffusion de la lumière qui va être ensuite retrouvée dans le photodétecteur. Et en fait, lorsqu'on va voir le signal qui est pris par nos photodétecteurs, on va observer des fluctuations d'intensité qui sont reliées via donc, le modèle et l'équation de Sockenstein, la vitesse de diffusion des particules et donc sur leur taille. Et nous, notre instrument, le Nanotrack Flex, donc c'est une configuration de sonde DLS avec un rétrodiffusion à 180 degrés et un fonctionnement hétérodyne. Hétérodyne, c'est-à-dire qu'on a le laser qui va arriver donc dans la cellule de mesure. On va avoir une partie de ce laser qui va être réfléchie vers le photodétecteur et ensuite l'autre partie, donc la lumière donc, arrive dans l'échantillon. On va récupérer donc le signal en rétrodiffusion à 180 degrés et on va comparer donc ce signal qui fluctue avec le signal incident. C'est ce qu'on va appeler donc l'hétérodyne. Et notre construction, donc notre point focal est à 50 micromètres donc, sur notre sonde. Et l'objectif, c'est vraiment de travailler sur très proche de du liquide dans lequel est plongée la sonde pour avoir une mise au point précise et permettre de travailler à des concentrations qui sont élevées, avec pour certains échantillons des mesures possibles jusqu'à 40% de volume. Ici, donc, c'était un échantillon standard de silice, et on peut voir qu'on peut montrer à plus de, qu'en termes d'ordre de grandeur, on est stade donc, sur du 10,6 jusqu'à, on va dire, à quelques pourcentages volumiques. Et enfin, donc, pour résumer le Nanotrack Flex, vous avez ces principaux détails. Donc, on a une mesure de distribution de taille, donc, on va dire de 0,3 nanomètres jusqu'à 10 micromètres, des concentrations de 0,1 à 40% de volume, et on a un design de sonde sur lequel je vais revenir après, qui permet en fait de travailler dans n'importe quel type d'échantillon, que ce soit donc une goutte déposée, des Ellendorf ou dans des volumes plus grands. Donc, voici la dévo. J'en ai terminé avec l'aide pour vous parler donc du Nanotrack Flex, pour voilà, vous l'introduire. Et maintenant, je vais rentrer donc dans le cœur du sujet de ce webinaire. Voilà, comment avec le Nanotrack Flex, on peut avoir une mesure de taille de nanoparticules aussi simple qu'une mesure pH. Donc pour cela, je vais comparer le processus d'une mesure avec une sonde pH avec notre processus de mesure du Nanotrack Flex. Donc pour une sonde pH, pour effectuer une mesure, on va tout d'abord étalonner la sonde. Donc, en général, on a 2 voire 3 points d'étalonnage, donc pH 4, pH 7, voire pH 10 en fonction de l'instrument. Une fois qu'on a effectué cet étalonnage, on va plonger la sonde dans l'échantillon, effectuer la mesure pH, et enfin, on a le résultat et on va nettoyer cette sonde. Et pour le Nanotrack Flex, on a à peu près on va dire un fonctionnement qui va être équivalent. Et donc, la durée pour le son de pH, c'est à peu près d'environ 3 minutes. Et Nanotrack Flex, ce qui va prendre le plus de temps, ça va être de définir la méthode, donc renseigner donc, sur toute la partie, on va dire du solvant et des particules pour donner des informations sur le modèle physique dans le logiciel. On va effectuer une mesure de bruit de fond, donc comme un étalonnage. On plonge la sonde dans l'échantillon, on a un temps de mesure de 10 à 30 secondes. Et enfin, on a les résultats, on effectue un nettoyage, on a vraiment un processus qui va être rapide. Donc, pour la suite, j'ai un peu détaillé les différentes étapes et vous montrer à quoi ressemble notre logiciel avec une simulation donc, de résultats sur notre logiciel. Donc, pour définir la méthode, il y a vraiment 3 informations principales à définir pour construire une méthode avec le Nanotrack Flex. La première, ça va être définir la durée de la mesure. Et ensuite, ça va être de rentrer des informations sur les caractéristiques des particules, notamment, on va dire, l'indice de réfraction et la forme. Et enfin, sur les caractéristiques du fluide et du solvant dans lequel est plongé ces nanoparticules. Donc, qui vont être principalement l'indice de réfraction et la viscosité. Et comment cela s'effectue dans notre logiciel?
Donc ici, vous avez accès à notre logiciel et on va voir les différents onglets qui vont correspondre aux différentes étapes. Donc tout d'abord, dans la partie méthode, on va définir la méthode. Donc le nom de l'échantillon, le temps pour faire la calibration, si on souhaite faire plusieurs répétabilités, et enfin la partie la plus importante, c'est définir les particules et le solvant. Et pour cela, vous voyez sur le côté, c'est très simple. On a une base de données avec les principales particules qui vont être testées, avec notamment leur transparence et leur indice de réfraction, et ainsi que la forme. Ça, c'est des informations que vous connaissez avec vos produits. Et de manière identique, pour le solvant, vous avez une base de données avec la viscosité à certaines températures qu'on va pouvoir entrer dans le logiciel. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être très simple. Et là, pour gagner du temps, j'ai déjà créé une méthode de simulation. Donc, ensuite, si je reviens à notre prise chronologique, une fois qu'on a effectué la définition de la méthode, on effectue la mesure du bruit de fond. Donc, pour cela, je vais refaire un retour sur le logiciel. Et en fait, c'est simplement dans l'onglet mesure, on va appliquer sur le 7.0 et donc on va plonger la sonde. On a déjà plongé la sonde dans un solvant identique. Par exemple, si on est dans une particule dans de l'eau, on va plonger dans de l'eau déionisée ou osmosée et on va simplement faire une mesure de bruit de fond. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait simple et qui est même plus rapide qu'une sonde pH, vu qu'on n'a pas de points à effectuer. Donc ici, on a une simulation avec un exemple de bruit de fond avec les différentes données du photodétecteur. Ensuite, quand on revient dans la frise, on va dire dans la chronologie, il faut plonger la sonde dans l'échantillon. Et là, c'est vraiment des avantages de notre instrument avec le design de sonde. N'importe quel contenant peut devenir, on va dire, on a une très grande flexibilité pour mesurer dans les contenants pour effectuer. Donc, on peut mettre dans des Eppendorf, on peut mettre dans des béchers, on peut même mettre on va dire, pour des tailles de nanoparticules en dessous de 200-300 nanomètres, on peut mettre simplement une gouttelette sur la sonde qu'on va pouvoir retourner. Et on peut même effectuer des analyses sous agitation. Et on a déjà la possibilité de mettre cette sonde, donc une sonde qui est résistante à haute température, haute pression et à des nombreux solvants, avec notamment on va dire de l'acide inoxydable et une vitre en saphir. On a même des applications at-line sur des procédés, on va dire sur des lignes de fabrication pour contrôler la granulométrie de procédés. Donc vraiment, ce design de sonde est très simple et vraiment très flexible. Sur une paillasse de laboratoire, on peut très facilement effectuer des analyses. Et de plus, vu qu'on a une sonde qui est en inox et une vitre en saphir, pour le nettoyage, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment solide. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de fragilité de cette sonde. On peut vraiment très facilement la nettoyer. Et donc, une fois qu'on a plongé le sonde dans l'échantillon, on va simplement effectuer la mesure. Donc pour ça, on a plongé, on a rempli nos informations sur l'échantillon et on va commencer la mesure. Donc les analyses, donc le temps minimum de mesure va être de 10 secondes. Et si on veut augmenter un peu la statistique, surtout si on a des échantillons qui sont très peu concentrés, on peut augmenter un temps d'analyse jusqu'à 30 secondes. Et donc, une fois qu'on a effectué la mesure et qu'on va avoir les résultats, ceux-ci vont apparaître dans l'onglet Résultats. Donc là, on a donc notre distribution de taille avec, donc, on a différentes visions. Donc, si on peut mettre on peut mettre la distribution de taille en pourcentage. On a différentes visions. On peut mettre la fréquence de distribution de taille. On a aussi la possibilité, donc, travailler en intensité, en volume, en nombre, simplement en cliquant sur le côté, on peut changer on va dire le mode de représentation. Et enfin, on a les valeurs. Donc, pour cette méthode, on a des 10, des 50, des 90, mais il est possible, lorsqu'on a dans la méthode, de rajouter autant de pourcentage que l'on souhaite. Et si on a un procédé où on souhaite avoir notamment le pourcentage de particules qui sont, on va dire, à une certaine quantité, donc par exemple ici à 20 nanomètres ou à 200 nanomètres, c'est des choses qui peuvent être très simplement effectuées. Et une fois qu'on a effectué notre mesure, on a juste à effectuer, on regarde les résultats et on a nettoyé la sonde et on peut effectuer une nouvelle mesure. Donc, pour répondre à la question, on va dire, on a vraiment un processus d'analyse de la particule
qui est très rapide. Je vous ai donc fait une démonstration en temps réel sur une simulation qui va être, on va dire, avec le même nombre d'étapes et aussi simple et aussi rapide qu'une mesure de pH. Et donc, après à vous avoir présenté donc on va dire cette partie, cette simplicité d'utilisation, je vais vous montrer quelques exemples de résultats. Donc là, c'était un exemple de résultat. Donc, on a une première population d'échantillons qui était à 30 nanomètres, une deuxième population qui était à 200 nanomètres. Donc, c'est deux résultats différents. Et quand on fait un mélange, on voit bien qu'avec l'instrument, on a vraiment les deux populations qui sont mélangées. Donc, dans le cadre de mélange polydispersé, il n'y a aucun souci sur l'instrument. Après, notre exemple, on va dire sur des petits volumes. Donc là, c'était un échantillon de polystyrène standard à 400 nanomètres. On a donc on a plusieurs mesures qui ont été effectuées. Donc le premier, c'était simplement plonger la sonde dans un échantillon, donc en couleur bleue. Ensuite, on a mis une petite goutte, comme vous voyez sur le côté, de 5 microlitres sur la sonde. Donc simplement, vous voyez sur le côté, en retournant, on peut venir déposer une goutte de 2 microlitres. On voit même le faisceau laser et cette même goutte qui a été fortement diluée et on voit qu'en fait les résultats sont parfaitement, peu importe la méthode d'analyse et peu importe la dilution. Avec ces particules standards, on a vraiment une bonne reproductibilité des analyses avec les différentes, vous pouvez voir ici les différentes mesures par rapport à ces 400 nanomètres. Et vous pouvez me voir sur la vidéo, donc la goutte qui est déposée, vous pouvez vraiment travailler avec des petites quantités d'échantillons sans aucun souci avec la sonde. On va dire c'est des résultats de distribution de taille de nanoparticules, donc c'est des résultats assez standards. Donc je vais pas forcément voilà, vous présenter d'autres applications. C'est simplement qu'on a fait un peu des exemples sur des cas polydispersés ou sur différents formats d'échantillons. Et enfin, pour terminer ce webinaire, je vais vous parler un peu de la complémentarité avec d'autres instruments microtrack, notamment lorsqu'on va travailler avec des nanoparticules, on va être en présence d'un système hétérogène. Et ce système hétérogène, cette dispersion, n'est pas à un équilibre thermodynamique. Et on va avoir la plupart du temps une instabilité colloïdale. Donc cette mesure de taille de particules, elle peut être effectuée pour voir de la taille de particules, notamment par rapport à des spécificités produits, on va dire à ses propriétés, mais il peut aussi y avoir tout un côté sur la stabilité d'un échantillon. Et lorsqu'on est dans un système colloïdal, on va avoir une tendance générale de l'échantillon à s'agglomérer, notamment en raison des interactions dipôle-dipôle, des forces d'adhésion, des forces électrostatiques. Donc, on souhaite vraiment, quand on a des nanoparticules, on souhaite ne pas avoir de l'agglomération, justement pour garder notre distribution de taille de particules souhaitée. Et notamment, on va dire, on a une stabilité qui est garantie par une surface qui va être répulsive. Et cette surface répulsive, elle peut l'être par trois moyens, la stabilisation électrostatique, stérique et électrostérique. Et on a un peu, on va dire, un indicateur qui est très connu, qui va être le potentiel zeta, justement, qui permet d'évaluer l'état de répulsion des particules chargées. Et donc, plus on a un potentiel zeta qui va être élevé, meilleur on aura une stabilité de la dispersion et donc une tendance à s'agglomérer qui va être qui va être beaucoup plus faible. Par contre, si on a un potentiel zeta proche de zéro, on a beaucoup moins de force de répulsion et on aura une tendance des forces d'attraction à être plus forte que la répulsion et donc une agglomération, une population des particules. Et dans notre gamme microtrack, on a donc le stabilo zeta qui va permettre de mesurer donc ce potentiel zeta et qui permet notamment, lorsqu'on a des données de distribution de taille et de stabilo zeta, on a vraiment une caractérisation qui est fine de notre système colloïdal, qui nous permet de voir justement si on a bien formulé en distribution de taille et si on a aussi bien formulé pour la stabilité avec un potentiel zeta qui peut être élevé en valeur absolue. Et un troisième instrument qui vient compléter ces deux premiers, c'est le Turbiscan. Donc le Turbiscan, ça repose sur la diffusion statique de la lumière et ça va être simplement dans une cellule de mesure, on va éclairer l'échantillon avec une source lumineuse et récupérer un signal en rétrodiffusion et en transmission. Et ce signal est sensible à la variation de taille de particules et à la concentration.
Et ce qu'on va faire, c'est donc dans cet échantillon natif au repos, on va effectuer un premier scan de référence et on va répéter ces scans au fur et à mesure du temps pour voir s'il y a donc une variation de concentration, de variation de taille de particules. Par exemple, on a une sédimentation, un crémage, une agglomération et une variation de concentration. Le signal va varier et de manière comparative, on va pouvoir voir les variations qu'il peut y avoir. Donc, un exemple qu'on peut avoir, c'est vous avez à l'état initial, donc en rétrodiffusion, ce signal-là dans cet échantillon. Et au fur et à mesure du temps, on va avoir une sédimentation, on va avoir de plus en plus d'échantillons en bas de la cellule. Et donc, on va apercevoir une augmentation du signal de rétrodiffusion en bas de la cellule et une baisse du signal en haut, une clarification. Et au fur et à mesure du temps, on va avoir ce phénomène qui va être exacerbé et qui va pouvoir être observé à l'aide du turbiscan. Et donc, ça nous permet d'avoir une détection des phénomènes de déstabilisation beaucoup plus rapide que l'observation visuelle, qui est en général la méthode la plus classique pour observer la déstabilisation de formulation. Et ce qu'on propose en plus dans le Turbiscan, on va dire, c'est de comparer facilement la stabilité avec le TSI, donc Turbiscan Stability Index, ou en français l'indice de stabilité Turbiscan. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va faire une somme cumulée des différences entre les différents signaux. Donc, on va sommer chacune des différences au cours du temps qu'on a entre des signaux respectifs. Et donc, plus on va avoir de différence, plus l'indice de TSI va être élevé. Et donc, au cours du temps, les échantillons moins stables auront une valeur ou un indice TSI beaucoup plus élevé que les échantillons bien stables. Et donc, ça peut permettre de faire des études qui peuvent être très intéressantes. Donc ici, on a des résultats de particules encapsulées qui ont été dispersées dans de l'eau. Et on a des résultats en potentiel zeta, des résultats donc, de distribution de taille, avec ici la taille médiane, avec la DLS du notre réflexe. Et enfin, l'indice de TSI à 3 jours. Donc plus l'indice de TSI est élevé, moins l'échantillon est stable. Et là, on peut voir que l'échantillon 1 a un potentiel zeta qui va être beaucoup plus élevé en valeur absolue que le second, une taille de particules qui va être plus fine, et enfin, un indice de stabilité qui est moins élevé. Et effectivement, à l'observation visuelle et à l'observation d'expérience sur ces produits, c'était bien l'échantillon le plus stable. Donc, on a une correspondance parfaite entre ce qu'on observe d'un point de vue applicatif et propriété et les résultats obtenus avec une Stabino-Zeta, le Nanox et le Turbiscan. Et donc enfin, pour conclure ce webinaire, juste pour voilà, faire un peu une synthèse de ce qui a été vu, c'est que dans un premier temps, on a vu la technologie du Flex, donc qui est un instrument qui permet de mesurer la granulométrie, la distribution de taille des nanoparticules via la technologie de DLS, qu'on a une rétrodiffusion à 180 degrés et que le design de sonde est très versatile et nous permet d'être extrêmement flexible dans son utilisation. Dans un second temps, on a vu que l'utilisation de cet appareil est vraiment aussi simple qu'une mesure pH, on va dire avec un logiciel qui est simple à utiliser, une mesure qui est simple, et au final, en moins de 3 minutes, on peut passer de la méthode à des résultats, donc aussi rapidement qu'une mesure de pH. Et enfin, on a terminé en regardant des instruments complémentaires pour caractériser vos systèmes colloïdaux. Donc, la zétamétrie, donc la mesure du potentiel zéta avec notre instrument Stabino, qui nous permet donc de voir l'état de répulsion électrique de votre système colloïdal. Et enfin, le Turbiscan, qui, grâce à la technologie SMLS, permet de mesurer la stabilité globale et comprendre les phénomènes de déstabilisation dans votre échantillon. Et donc, merci pour votre attention. Et juste avant de passer euh, aux questions qui ont pu être posées, donc on a un webinaire donc, le 22 mai qui reprend un peu ce que j'ai effectué ensemble, donc qui présente 3 solutions complémentaires pour optimiser la qualité de vos formulations. Donc, qui vont être le Turbiscan, la distribution de taille de particules par diffraction laser, et enfin le potentiel zeta. Et je rappelle que si vous êtes intéressé pour nous envoyer des échantillons pour voir les performances de nos instruments sur vos propres produits, on propose des essais d'application et de qualification gratuits parce qu'on est toujours content de montrer que les performances de nos instruments sur des échantillons clients qui sont intéressés pour mieux caractériser leur système colloïdaux, leur système de nanoparticules.
Donc, j'en ai terminé avec ce webinaire et je vais laisser la main à Elodie pour les questions. Merci beaucoup, Gabriel, pour cette présentation. Alors, maintenant, nous allons prendre quelques questions. Il reste 5 minutes. Donc, première question, c'est la suivante. Comment s'assurer de la fiabilité de la mesure? Alors, pour la partie fiabilité de la mesure, effectivement, il y a dans le logiciel plusieurs indicateurs qui peuvent être donnés. Notamment, déjà pour avoir une mesure qui soit stable, il faut que là, on va dire que le bruit de fond soit bon. Et donc, on a des indicateurs lorsqu'on a des bruits de fond qui peuvent être trop élevés. Lorsqu'on effectue les analyses, il ne faut pas qu'on travaille dans des échantillons trop peu concentrés, des échantillons trop concentrés. Donc, on a un loading index qui, en fonction de l'intensité réfléchie, qui permet de voir si on est avec des échantillons qui sont qui sont vraiment dans les bonnes concentrations. Et enfin, on a aussi dans le logiciel, au cas où on s'est trompé dans la partie méthode, on n'a pas forcément mis les bonnes données de viscosité ou d'indice de réfraction. Les données brutes sont sauvegardées et il y a la possibilité en fait de travailler à partir des données brutes et de pouvoir rechanger le modèle. Donc notamment, vous pouvez le voir ici, on peut changer le type, on va dire tout ce qui va être le type de particules, on peut changer ou le solvant, on peut changer les informations pour recalculer et être sûr, notamment d'avoir des mesures qui correspondent bien à ce qu'on a observé. Super, merci beaucoup, Gabriel, pour cette réponse. Je vais prendre une deuxième question. Est-ce que la sonde est vraiment résistante? Alors oui, la sonde est vraiment résistante, donc on peut résister. Donc en termes, donc comme je le répète, les matériaux, donc c'est de l'acier inoxydable avec un verre en monocristal de saphir. Donc ça permet de résister notamment, notamment pour des applications Atline. On a des résistances jusqu'à des pressions jusqu'à 12,5 bars. On a jusqu'à 90 degrés et à la plupart des solvants usuels avec notamment le verre qui est un matériau inerte et l'inox qui est un acier qui est très résistant aux différents solvants. Et même justement, euh, pour toute la partie des essais d'application, ça permet de vérifier vraiment qu'on a, par rapport à vos échantillons, qu'on a une bonne compatibilité. Super. Je vais prendre une dernière question, donc un peu moins technique, mais tout de même intéressante, concernant l'instrument. Donc savoir si l'instrument est encombrant. Ah oui, c'est une question, voilà, c'est très bien de montrer des logiciels ou autres, mais lorsqu'on est dans un labo, souvent la place est un peu comptée sur la paillasse. Et en fait, non, c'est vraiment l'instrument, on va dire, et ses dimensions sont vraiment, il rentre dans une feuille A4 posée sur votre paillasse. Il a simplement besoin d'un PC portable avec une connexion USB. Donc, vous pouvez très bien utiliser votre propre PC portable sur la paillasse pour effectuer cette analyse. Et donc, on n'a pas un appareil qui va être très encombrant et qui va nécessiter un ordinateur dédié pour fonctionner. Super, merci encore pour cette réponse, Gabriel. Le webinaire touche à sa fin. Nous avons quelques autres questions dans le chat, mais ne vous inquiétez pas, Gabriel y répondra dans les prochains jours. Vous aurez forcément une réponse. Le webinaire est également enregistré et sera mis en ligne sur le site de Microtrack, www.microtrack.com. Vous pourrez le révisionner de nouveau ou le partager à vos collaborateurs. Et juste un petit rappel, si vous pouvez prendre une minute pour répondre à notre questionnaire et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur LinkedIn pour les dernières nouvelles et les prochaines dates de nos contenus en anglais, mais également en français. Merci à tous et à toutes d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Passez une très bonne fin de journée. Au revoir et merci encore, Gabriel.